sortie, il nous envoie ce high kick en pleine arcade qui déconnecte. Honnêtement, j'ai pas spécialement les mots pour décrire à quel point ce que fait Benoît est grand, à quel point il peut aller loin. Et puis moi, je tenais à féliciter déjà Daniel Warin, parce que Daniel Warin, il s'était déjà exprimé sur Gong. Il disait qu'il ne serait pas surpris qu'il sèche quelqu'un sur un high kick. Benoît, franchement, certes en striking, c'est élite, mais ce qu'il fait en grappling, franchement, pour atteindre le top 10, top 5, il faut avoir un gros grappling parce que c'est que des gros grappleurs après à ce niveau-là. Oliveira, Makhachev, Gamrot, Dariush, Tsaroukian, c'est que des monstres en grappling. Et pour moi, un avantage qu'il va avoir Benoît, c'est qu'il n'y aura pas à rougir. En tout cas, je pense qu'il n'y aura pas à rougir au sol contre eux. À l'heure actuelle, quand je vois comment Aspinall combat face à Cyril Gane, je suis désolé de le dire, mais pour moi, Aspinall est quand même meilleur que Gane. Parce que les low kicks de Pereira, tu prends 35 tonnes dans les jambes, tu te fais fouetter. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après le tremblement de terre hier au Madison Square Garden de New York. Benoît Saint-Denis a climatisé le MSG à New York. Et avec moi pour échanger sur cette carte, pour réagir sur l'UFC, j'ai avec moi Calice de la chaîne Bourse Culture Sport. Calice, comment vas-tu? Écoute, ça peut aller que bien là. Et toi? Je vais très bien, je te remercie. Premier combat, on va analyser de suite notre petit Frenchie. Benoît Saint-Denis face à Frévola. Honnêtement, est-ce que déjà cette décision, est-ce que ce résultat, de cette manière-là, est-ce que ça te surprend? Sincèrement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide. Je pense, comme tout le monde, on avait prévu un peu une guerre. Peut-être, tu vois, vraiment, parce qu'il est solide, Frévola, à la base. Tu vois, c'est vraiment un... En fait, ça se passe toujours comme ça. C'est toujours après qu'on se rend compte vraiment du talent de Benoît Saint-Denis. On le savait déjà, mais on ne s'attendait peut-être pas à un résultat aussi rapide. On s'attendait tous à peut-être une guerre, au moins que ça dure peut-être jusqu'aux 3 rounds. Mais vraiment si rapide comme ça, je ne m'y attendais pas. Moi, non, franchement, non. Bah, franchement, c'est exactement ça. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que Frévola, c'était pas quelqu'un qui sort de nulle part. Sur ses 3 derniers combats, ses 3 finishes, tout le monde le sait, il a les mains très lourdes. On sait qu'il a ce style de bagarreur face à un Benoît Saint-Denis qui est habitué à faire la bagarre. Déjà là, je l'ai trouvé très mesuré, Benoît, très intelligent. Il s'est pas jeté comme il est habitué à le faire. Il a été très prudent. On le connaît, Benoît. Il est habitué avec ses middle. Il a commencé à faire ce travail de sape au tout début. Il y a cet instant très intéressant où il y a une espèce de guillotine sautée qui ne saisit pas très bien. Puis il y a ce retournement de situation. Je préfère la faire souligner une chose pour les amoureux du grappling. Benoît Saint-Denis, il se fait prendre sur la double. On est d'accord? Il tente la guillotine. La guillotine sautée, elle est lâchée tout de suite. Il se retrouve en garde fermée. Il rentre la jambe. Exactement. Il vient chercher l'esgrime. Prend le dos, il le sweep en papillon. Franchement, ce genre de changement de situation, ce genre de renversement, je pense que c'est à enseigner dans toutes les écoles de MMA parce que c'était effectué de manière très académique. Et puis, il y a cette sortie, tu sais, ce clinch, et en sortie, il nous envoie ce high kick en pleine arcade qui déconnecte. Honnêtement, j'ai pas spécialement les mots pour décrire à quel point ce que fait Benoît est grand, à quel point il peut aller loin. Et puis moi, je tenais à féliciter déjà Daniel Warin, parce que Daniel Warin, il s'était déjà exprimé sur Gong. Il disait qu'il ne serait pas surpris qu'il sèche quelqu'un sur un high kick comme ça. Et puis le faire au Madison Square Garden, connaissant l'historique qu'il y a eu dans cette salle, franchement, c'est assez incroyable. Est-ce que toi, Benoît, quand tu vois la manière dont il combat, la manière dont il s'exprime, jusqu'où tu le vois aller? Non, mais sincèrement, parce que les gens, comme tu as dit, là, on va retenir le high kick, c'est clair. Mais il n'y a pas que ça. Ça veut dire Frévola, c'est un gros lutteur. Les gens, peut-être, ils sous-estiment Benoît ce qu'il fait sur le dos. C'est-à-dire que même lui, enfin, sur l'interview d'après-combat, il a dit qu'en gros, ça ne l'inquiétait pas. Il s'était plus ou moins laissé amener,
plus ou moins, même sur le deuxième où il se fait arracher. Ouais. Le double, il défend pas vraiment. Parce que Benoît, franchement, certes en striking, c'est élite, mais ce qu'il fait en grappling, franchement, pour atteindre le top 10, top 5, il faut avoir un gros grappling parce que c'est que des gros grappleurs après à ce niveau-là. Oliveira, Makhachev, Gamrot, Dariush, Tsaroukian, c'est que des monstres en grappling. Et pour moi, un avantage qu'il va avoir Benoît, c'est qu'il n'y aura pas à rougir. En tout cas, je pense qu'il n'y aura pas à rougir au sol contre eux. Et franchement, là, qui demande après, il colote le BMF, il colote Poirier. Ouais. Non, c'est 10 sur 10. Il s'exprime bien en anglais. Exactement. 10 sur 10. Non, il a tout compris au business. Il faut savoir se vendre. Et pour savoir se vendre dans une organisation comme l'UFC, c'est primordial de savoir parler anglais, de savoir trash talker de manière très intelligente. Il a demandé la ceinture BMF à Gaethje juste après. Il a dit que Makhachev ne ferait pas 3 rounds face à lui. À la fin du combat, en conférence de presse, Dana White s'est exprimé. Il a dit que potentiellement, mardi, il serait peut-être dans le top 10, qu'on pourrait organiser un main event en France autour de lui. Honnêtement, Benoît, 5 combats à l'UFC, 5 victoires avant la limite. Je crois qu'il fait 3 combats en 2023. Honnêtement, on peut être qu'impressionné par tout ce qu'il est en train de réaliser. Je suis d'accord. Franchement, bon, on va pas non plus enlever les mérites à Cyril Gane, parce que Cyril Gane, pendant des années, de lance du MMA français. Mais je pense que là, clairement, Benoît Saint-Denis, ça peut devenir le prochain vraiment, le prochain train qui va traîner tous les wagons du MMA français. Mais même actuellement, je ne sais pas si à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas lui qui est le porte-drapeau de la France. Quand on prend le contexte, la manière dont il combat, la manière dont il s'exprime, tous les combats, toutes les guerres qu'il amène, et le fait qu'il mette en avant la France à chacune de ses sorties, tu sais, il a évoqué l'armistice, il a parlé d'Emmanuel Macron, il disait que quand il a vu l'ancien président Trump dans l'arène, ça lui a fait plaisir de le voir, et que lui, ça lui ferait également plaisir que les politiques puissent se mêler à ça. Et puis la présence de Macron, ça symboliserait énormément de choses. En tout cas, les feux sont ouverts pour lui. Il a dit qu'il voulait prendre un peu de vacances et puis attendre une prochaine date. Et en parlant de prochaine date, tu aimerais le voir face à qui, toi? Moi, justement, je pense que ils tentent, et il a raison de tenter, mais bon, pour l'instant, ils vont pas. Mais Gamrot, sincèrement, moi, Gamrot, j'aimerais beaucoup. Gamrot, sincèrement, ce serait vraiment je pense que c'est vraiment un combat qu'il faudrait. Parce que Poirier, Gaethje, pour l'instant, Poirier, il a dit, voilà. Ouais. C'est pas Poirier, il a dit, et c'est vrai, il a dit qu'il avait encore du boulot, que c'était un super combattant. Puis moi, tu sais, après l'UFC, le premier UFC à Paris, j'avais eu Benoît en interview. Il me disait que lui, il rêverait d'un combat face à Rafael Dos Anjos. Je pense que ça peut être pas mal là, un combat. Dans les classements aussi. Ouais, top 10, il y a Bobby Green qui est 12e, mais qui va affronter Dan Hooker. Donc, il y a potentiellement des gros combats. Maintenant, je pense qu'il va être très craint par ceux qui sont dans le top 10. Ils vont vouloir l'éviter parce que de toute façon, tu veux éviter Benoît Saint-Denis. T'as plus à perdre qu'à gagner en prenant Benoît Saint-Denis. C'est un bourbier, il faut être honnête, c'est un bourbier. Je suis d'accord avec toi. Moi, en tout cas, franchement, félicitations à lui. C'est un très beau représentant qu'on a. Exactement, big up à lui. On va passer au co-main event. Thomas Spinal face à Pavlovich. Thomas Spinal qui prend ce combat en short notice à 15 jours. Un appel à 4 heures du matin, un appel où il répond présent. Est-ce qu'on peut dire que Thomas Spinal a fait une masterclass? Ouais, incroyable. Franchement, il a dit en plus 2 semaines de prépa. Mais en fait, si tu préfères là, si on rentre vraiment dans le côté technique directement du combat, Pavlovich, c'est un morceau. Il arrive, il lui rentre directement le 1-2, il touche. Il le connecte. Il connecte. Moi, je me dis, bon, il va peut-être nous faire du Thomas Spinal, c'est-à-dire aller chercher la lutte et le grappling, parce que c'est un bon grappleur. Non, même pas. Déplacement, un peu style karatéka sur la pointe des pieds, main très basse, en mode j'ai pas peur. Et moi, au moment où il se déplace comme ça, je me dis, bon, il va sortir et rentrer dans les jambes. Même pas. Ouais. C'est lui qui retouche avec le 1-2. Dodo, non, c'est parfait, c'est magnifique. Non, mais puis même, tu sais, moi, ce qui m'a impressionné, c'est sa rapidité. Tu sais, rapidité d'exécution dans ses mouvements, dans sa gestuelle, dans sa prise de décision, même ses mouvements de tête. Tu sais, les mouvements de tête à MMA, tu le sais très bien, c'est très important. Il ne faut pas rester en étant fixe. Il bougeait très bien. Puis, il a été connecté. Et quand on sait la puissance qu'a Pavlovich,
Il a été connecté, il est resté, il n'a pas bougé. Derrière, pour moi, c'est un triple crochet parce que d'abord, c'est le bras droit qui touche. Ensuite, il y a un gauche-droite. Ça fait 3 derniers combats, 3 victoires avant la limite. Champion intérimaire. On lui a évoqué le cas Cyril Gane. Et franchement, je trouve que sa répartie, elle était très intéressante. Il a évoqué, il était venu à Paris pour ça. Et c'était un call-out qui était préparé. Cyril l'a évité. Ben, maintenant, Cyril a posté un tweet dans lequel il évoquait que maintenant, il était le chassé à Spinal. Et il lui a dit qu'il devrait faire ses preuves, qu'il devrait combattre Almeida. Et je pense que c'était une excellente réponse. Mais sincèrement, je pense que, bon, il y a ce que les combattants disent, c'est très bien. Dana White veut. Souvent, c'est des choses un peu différentes. Je pense sincèrement, Dana White ne fera pas affronter Almeida avec Cyril Gane. Ben, La France-Angleterre qui se profite de ça, Dana White il va saisir l'occasion. Pour moi, je pense que ce combat-là, Cyril Gane, Thomas Spinal, même si Thomas Spinal, voilà, il a eu raison, franchement. oui. Et je pense que ça va tenir moins que ça soit le prochain combat pour la vraie ceinture. C'est ce que j'allais te dire, parce que tu l'organises comment, Thomas? À l'heure actuelle, tu l'organises comment, Thomas Spinal, Cyril Gane? Sachant qu'à Spinal, il est champion intérimaire. Sachant qu'on sait que John Jones et Miocic vont s'affronter en 2024. Il va falloir patienter un long moment. Est-ce que tu penses que Cyril restera inactif? Est-ce que tu penses... Aspinall, de toute façon, il sera dépendant de ce qui va se passer en haut, de ce qui va se passer pour la vraie ceinture. Maintenant, c'est Cyril Gane qui est dans une posture assez complexe. La vraie question, c'est toi, est-ce que vraiment ce combat va se faire John Jones mieux? Ben, tu vois, j'ai énormément de doutes. Ben, je pense qu'à un moment donné, tu sais, on sait comment est John Jones, sa manière d'être en dehors de la cage. Je pense qu'il peut prendre la décision tout simplement à un moment donné, tu sais, face à cette blessure, s'il a du mal à revenir, de prendre tout simplement la décision d'arrêter. Et je pense que Miocic, en fonction de cette décision, arrêtera également. Et là, on peut peut-être parler potentiellement d'un combat pour la ceinture de Cyril. Ce serait assez incroyable. Mais moi, à l'heure actuelle, quand je vois comment Aspinall combat face à Cyril Gane, je suis désolé de le dire, mais pour moi, Aspinall est meilleur que Gane. Ouais, c'est un bon bilan. Franchement, en fait, ce que tu peux dire, c'est que la force de Cyril Gane, c'est-à-dire les déplacements. Il l'a aussi. Là aussi. Après, bon, attention, Cyril Gane, apparemment, il bosse son sol. Bon, malheureusement, on va toujours revenir sur le combat de John Jones. Bon, éternellement, ça va le suivre toute sa carrière, de toute façon. Mais apparemment, il bosse son sol. Mais on sait que Aspinall, il y a un très, très gros sol. Exactement. Peut-être voir Paris ce combat-là. Celui qui est en position dominante aujourd'hui, c'est Aspinall. Et en France, on n'a jamais eu à organiser un UFC numéroté. Donc, je pense que ça se passera. Si cela doit se passer, ça sera peut-être en Angleterre. Mais à l'heure actuelle, pour moi, dans tous les compartiments, dans tous les aspects du combattant traditionnel, Aspinall, je trouve, un meilleur avantage. On va passer au main event. Jiri Prochazka face à notre ami Pereira. Pereira qui venge Glover Teixeira. Je sais pas quoi dire sur Pereira. 7 combats à l'UFC. En 7 combats à l'UFC, il a 3 combats pour la ceinture. Le ratio est clairement incroyable. Il a cette magie avec son crochet du gauche. Il touche 2 fois, crochet du gauche, crochet du droit. Les gens peuvent avoir un doute sur un arrêt assez rapide de l'arbitre, mais moi, je suis totalement en accord avec cette décision. Parce que quand on voit que derrière, il saisit les jambes de Pereira, on voit que la saisie elle est juste là. Il tient pas, il fixe pas, il ferme pas. Tu sais comme moi, un double leg, tu essaies de fermer, tu essaies de rejoindre les deux mains. Là, il n'y a rien du tout. Il était clairement sonné, et puis il se lève comme si le round était terminé. On sent qu'il a été déstabilisé, qu'il y a eu un choc traumatique. Donc moi, Pereira, je lui tire mon chapeau, un gros respect à lui, sa performance elle est incroyable, sachant qu'on a beaucoup douté de lui même en termes de lutte. Il a été amené au sol. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas subi de dégâts. Big respect. Tu en as passé quoi toi de cette prestation? Le premier round, il est pour Jiri clairement. Oui. Jiri est très propre. Il change de niveau beaucoup au bas, travaille sur le haut bas, il vient toucher en striking. Il prend la single leg contre la cage. Il arrache Pereira, il l'envoie au sol, termine le combat, grand impact. Même si c'est vrai en soi, bon, Pereira, ouais, apparemment, il s'est pas fait monter en l'air, mais il perd le premier round. Oui. Début de deuxième round, pareil pour Jiri. Mais l'erreur qu'a fait Jiri, c'est qu'il a oublié le contre de Pereira. Mais la exactement. Même Pereira contre la cage, il reste dangereux. Même contre la cage, il reste dangereux. Et franchement, le bras qui passe,
Pour moi, Jiri, il prend la jambe en mode survie, comme tu as dit, c'était pas vraiment en mode pour vraiment l'arracher. Exactement. Mais tu Et sais, à la fin même, du combat, il a dit qu'il était, de toute façon, il était out. mais même, tu sais, il était déjà il y a ce travail de sap au premier Les round, low les low kicks. les low kicks, Les low kicks, tu le vois qu'ils font mal, tu sais pourquoi? Le changement de garde. À chaque fois, il changeait de garde. Parce que les low kicks de Pereira, tu prends 35 tonnes dans les jambes, tu te et, fais fouetter. et c'est fluide. C'est fluide. Mais c'est fluide, c'est travaillé. Et puis après, tu sais, Prochaska, il a ce style particulier, cette gestuelle. Tu sais, Ouais. cette marche en avant, tu sais, tu as l'impression il aime prendre des coups. Prenait Ouais. des coups, plus il prenait des coups, plus il allait en avant, plus il prenait de risques. Et puis voilà, on sait que Pereira, il a cette puissance dans le crochet du gauche. Et franchement, c'est beau. Et puis il y a eu ce moment à la fin très intéressant où il a call out Adesanya, viens voir papa. Il a dit qu'il voulait prendre du temps jusqu'en 2027, mais qu'il devrait revenir voir papa. On lui a évoqué aussi un affrontement face à Jamalil et il a dit que lui voulait rester actif. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'opportunités qui vont s'offrir à lui. Mais en tout cas, moi, je suis très impressionné parce que en termes de ratio à l'UFC, on ne peut pas faire mieux. Est-ce que c'est pas le cauchemar d'Adesanya, ce gars-là, franchement? Ouais, honnêtement, oui. Adesanya, il est resté des années à l'UFC. Il était en 84, il a battu tout le monde. Et au final, Pereira, il débarque en un an de temps. Il va prendre les 2 ceintures. Il la prend en 84, il la perd. Il monte, il fait ce qu'a pas fait Adesanya. Il prend la ceinture des 93. Il bat, t'es fou. Il bat Jiri comme ça. Il défend la ceinture. Laisse tomber. En Non, fait, mais pour Pereira, c'est Adesanya. c'est incroyable. Tu t'imagines qu'en 10 combats, il a déjà été double champion à l'UFC. C'est incroyable. C'est clair. Franchement, c'est incroyable. Moi, je suis très content pour lui parce que il a un état d'esprit très martial. Ouais, Je trouve que, les deux, c'est des bons gars de toute façon. franchement, ouais, c'est dommage parce que pour Jiri, tu sais, son comportement quand il a eu sa blessure, de laisser la ceinture vacante, puis là, il est revenu. On verra comment il va revenir psychologiquement. Maintenant, franchement, big up à Pereira. C'était un très beau combat, une très belle victoire. Puis il rend hommage à son coach Glover qui avait été déchu de son titre par Prochaska. Sincèrement, on peut me dire ce qu'on veut. Tu peux me dire UFC Abu Dhabi, tu peux me dire UFC où tu veux. Tu me feras en niveau de termes en show, en spectacle, un UFC Madison Square Garden à New York, c'est la folie. Est-ce qu'on peut dire clairement que c'était en termes de show et de performance la carte de l'année? Ouais, non, c'est la folie. Franchement, on s'attendait à ce que l'UFC Abu Dhabi, ça soit la folie. Au final, c'était un petit pétard mouillé quand même, tu vois. Ouais. L'UFC comme ça à New York, à Las Vegas, mais surtout à New York. Non, c'est trop. Franchement, c'était assez incroyable. Il y avait des finishes. Franchement, big up à tous les combattants. Encore une fois, je le redis, félicitations à Benoît Saint-Denis et à la team Warren. Vous nous rendez fiers. Il n'y a pas d'autre mot qui pourrait exprimer notre gratitude envers vous. Ce que vous réalisez à l'international en représentant la France, c'est quelque chose de magnifique. Donc, big up. C'est clair, franchement, non, incroyable. Calice, force et honneur. Gloire et splendeur. À bientôt, les amis. Ciao.